Bonjour à tous, aujourd'hui Midi en France est à Salers. Salers, c'est vraiment la perle des villages du Cantal. Ça monte, je peux vous dire, ça monte même partout ici dans le village. Serge Vieira va venir nous faire une fricassée de cèpes. C'est la saison et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Nos chroniqueurs sont sur le terrain pour vous faire découvrir Salers et sa région. À une vingtaine de kilomètres d'ici se trouve Louisa Hould, notre spécialiste du tourisme et du patrimoine dans le village de Tournemire. Et elle va nous faire visiter le château d'Angeny. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis sur le chemin de ronde du château d'Angeny. C'est ici que les soldats se postaient pour surveiller les alentours et garder le château. Alors cette forteresse du XVe siècle, nous allons la découvrir à travers son architecture extérieure, mais aussi à travers ses intérieurs qui sont richement ornés, décorés. Donc je vous propose de me retrouver tout à l'heure. Merci Louisa, à tout à l'heure. Quant à Hélène Gâteau, notre vétérinaire, elle se trouve à Coltine, près d'un aérodrome, prête à s'envoler avec les oiseaux pour une expérience inoubliable. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors pour le moment, je suis dans le hangar de l'aérodrome de Coltine. Et derrière moi, de nombreux oiseaux mécaniques. Et venez avec moi, je vais vous montrer l'ULM à bord duquel je vais prendre place pour voler, je l'espère, avec des oiseaux. Avant cela, je vais aller rencontrer Christian Moulec, le précurseur des vols avec des oiseaux en ULM. J'ai hâte de vivre ce moment et surtout de vous le faire partager. À tout de suite. Merci Hélène, à tout de suite. Notre invité dans l'émission ce matin, c'est Jacques Raymond. Jacques Raymond, il est photographe, bourré de talent, et il pose un regard sur sa région pour en faire de beaux livres. Un autre qui pose son regard sur sa région, c'est Jérôme Doumingue, notre camarade de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'a pas l'appareil photo dans la poche, mais il a la langue bien pendue et l'œil toujours aux aguets. Ouais, et surtout l'œil aiguisé sur les fromages du Cantal. Imaginez un peu, ici, parmi les 5 fromages AOP d'Auvergne, il y en a 2 qui sont issus du terroir du Cantal. Il y a le Cantal, évidemment, et puis il y a le Salers. Le Cantal, ce fameux lait de vache à pâte pressée et non cuite. On a le Cantal jeune, le Cantal vieux, et puis le Cantal entre deux. Et puis il y a le Salers, évidemment, cette fourme de 40 kilos avec 400 litres de lait fabriqué au lait cru exclusivement entre la période d'avril et de novembre. Voilà un beau chef que j'embrasse, Serge Vieira. Salut. Serge. Comment tu vas? Parce qu'on se connaît bien. Eh oui. Et je te fais la bise. Oui. Ouais. Parce que tu as bien parlé. Alors Serge Vieira, on se connaît bien parce que je peux dire qu'on a vécu un grand moment ensemble. C'est l'année où tu as reçu le Bocuse d'Or, où tu as gagné le Bocuse d'Or. Exactement. Quelle année? En 2005. 2005. Merveilleux. À l'époque, Serge, il était le second de Régis Marcon, Exactement. un autre grand chef auvergnat. Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet-le-Froid. Et il a gagné ce concours. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Serge? Alors aujourd'hui, on vous prépare justement un petit clin d'œil à Régis, d'ailleurs, qui est une fricassée. Donc des champignons? Donc des champignons. Et puis en plus, on est en automne, c'est la saison. Donc fricassée de cèpes avec un petit sabayon au beurre de cèpes. Quelle merveille. On va retrouver Louisa Hould, spécialiste du tourisme et du patrimoine, qui est du côté de Tournemire au château d'Angeny, véritable forteresse du XVe siècle. Tout à fait Vincent, et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le château d'Angeny porte en lui toutes les caractéristiques d'un château fort défensif. Une tour carrée centrale, 4 tours rondes à chacun de ses angles. Il est perché à 800 mètres d'altitude, accroché à un éperon rocheux. L'idée étant évidemment de surveiller les alentours, mais aussi d'affirmer son pouvoir. Et je retrouve Clémence qui est guide au château pour en savoir un peu plus. Bonjour Clémence. Bonjour Louisa. Alors ce qui est intéressant avec ce château, c'est qu'on voit toutes les caractéristiques architecturales d'un château fort défensif. Alors effectivement, on a les chemins de ronde qui sont là pour surveiller l'arrivée d'ennemis potentiels. On a les mâchicoulis à ce niveau-là pour pouvoir se défendre. Et puis aussi des petites fenêtres cachées dans les contreforts de la cheminée, une position avantageuse pour pouvoir surveiller et défendre. Alors le château a été construit en 1430. Depuis cette époque-là, il n'a pas bougé, il a résisté à la Révolution. Et il y a eu des extensions au XVIIIe. Oui, c'est ce corps de logis que l'on voit accolé au donjon du XVe. Cette partie a été ajoutée pour un peu plus de confort et de modernité. C'était bien plus conforme au goût de l'époque. Parce que concrètement, le donjon originel n'est pas là pour faire joli. On retrouve cette pierre si typique des alentours. C'est de la trachéite, une pierre basaltique un peu rougeâtre qui donne ce côté impressionnant à l'ensemble. Impressionnant et un peu austère. C'est vrai que quand on arrive ici, on est d'abord charmé par le paysage qui est magnifique. On se sent un petit peu à l'abri, reculé de tout et de tous. Et puis après, on est un peu intimidé par le château qui semble très orgueilleux. Et pourtant, les intérieurs sont très chaleureux. À l'intérieur, tout est meublé. Il y a des fresques assez impressionnantes du XVIe siècle. On voit que c'est un château vivant. On le visite un peu comme un musée, mais c'est un lieu
toujours habité. Et ça, Ah. ça se voit. Alors du coup, c'est ça qui est aussi intéressant. Le château appartient à la même famille depuis le XVe siècle. Il est habité aujourd'hui par cette famille-là. Ils ouvrent les portes au public. Moi, j'ai très envie de découvrir les intérieurs. Donc je vous propose de me retrouver tout à l'heure. Et nous, Clémence, on y va. C'est parti. Allez. Merci Louisa. À tout à l'heure dans l'émission. On accueille notre invité ce matin, c'est Jacques Raymond. Bonjour Jacques. Le micro à la pointe du menton. Bonjour, bonjour. Alors Jacques, vous êtes photographe. Oui. Le château qu'on vient de voir, le château d'Angeny, vous le connaissez bien, vous connaissez bien son histoire. Alors, je connais bien le château parce que déjà, je me suis marié à Tournemire, Ah bah déjà, hein, voilà. voyez-vous. Et puis, je connais Tournemire depuis très très longtemps. Vous connaissez le marquis? Alors, le marquis, j'ai eu même travaillé pour lui dans une vie antérieure. Ah, parce que vous avez eu plusieurs vies. Parce que j'ai eu plusieurs vies, voilà. J'ai eu plusieurs vies. Et c'était quoi cette autre vie alors? J'ai été forestier. 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 Vous bossiez à l'ONF ou Pas du forestier tout, privé? J'étais forestier. Exploitant quoi. Exploitant de forêt. forestier. Donc, j'ai travaillé dans les bois du marquis, dans Ah bah dans les voilà, bois qu'il a en c'est dessous pour du ça. col de Fontmulin, dans les bois qu'il avait à la Calmette. J'ai travaillé tout ça sur la commune de Tournemire ou de Saint-Sardin. Jacques, vous êtes donc photographe, vous avez beaucoup photographié cette région, ce département. Alors parmi vos livres, il y a le Cantal entre ciel et terre. Oui. Ça, c'est vraiment une ode à la nature ici. Alors c'est un enfin, il est quand même maintenant un petit peu ancien, on va dire, mais c'est vrai que oui, c'est une ode à la nature parce que par définition, prendre des portraits depuis le depuis le ciel, c'est difficile. Ouais. Donc oui, j'en ai fait quand même sur le Cantal. J'ai dû en faire une quinzaine de livres, dont un des plus récents qui est celui sur la vache La vache salaire, salaire. cette Hein. belle vache au Mais vous corne savez, de qui lyre et- est présente dans le monde entier. Hein. Je crois que c'était la montagne récemment. Oui, ça fait quelques années, le plus important éleveur de vaches salaires au monde était Mel Gibson, l'acteur australien, qui avait acheté sa première vache chez le propriétaire de cette vache, Ah oui. à Nocelles, dans le Cantal. Oui, tout à fait. Ouais. Vous restez avec nous, on va s'occuper de la recette de Serge Vieira. Enfin, s'occuper, juste regarder ce qu'il fait parce qu'il y a beaucoup à apprendre, Serge. Alors voilà, donc nous on va faire suer les échalotes avec un peu d'huile d'olive. Oui. Et en même temps, on va cuire les cèpes. Donc les cèpes, on va juste les fendre en deux comme ça et puis après les émincer dans la longueur. Et Regardez bien, ça va vite, hein. et on va les sauter Il n'y a également pas avec besoin de mandoline. Hein. un peu d'huile d'olive et du beurre. Alors justement, j'ai une question que je voulais te poser. En fait, je voulais la poser à Régis Marcon, mais comme je t'ai sous la main et que tu as été son second pendant un bout de temps, on m'avait dit que les cèpes, ça se faisait pas cuire au beurre, ça se faisait toujours à l'huile. Eh ben, on les colore à l'huile souvent. Ouais. Moi, j'aime le côté beurre noisette en fait du beurre dans le cèpe. Après, c'est une histoire de goût. Et Pourquoi ça gicle? Il y a de l'eau alors dans là, ton c'est beurre? parce que dans le beurre, il y a de l'eau. Eh, d'accord. Voilà. Donc du coup, et que Donc, le mélange cèpe est un peu émincé. chaud. Voilà, cette émincée, on va la colorer légèrement pendant que les échalotes, elles, sont en train de cuire. Allez, on retrouve Hélène Gâteau, notre vétérinaire qui se trouve du côté de l'aérodrome de Coltine pour un voyage très spécial. Et elle va aller voler avec les oiseaux, figurez-vous. Ce baptême de l'air qui est vraiment d'ici ne se trouve que dans le Cantal. Oui Vincent, alors pour le moment je suis dans les volières qui sont juste attenantes à l'aérodrome Saint-Flour-Coltine. Derrière moi il y a des bernaches à Kourou, mais ce ne sont pas avec celles-ci que je vais peut-être voler juste après. Je suis dans un autre enclos et surtout avec vous Christian. Bonjour Christian. Bonjour Hélène. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à concevoir des vols en ULM avec des oiseaux? Alors au départ je suis seulement passionné par la nature et les oiseaux et j'ai voulu initier un projet de réintroduction d'une espèce dans la nature, l'oannène à front blanc, qui avait disparu de Suède à cause des abus de la chasse là où elle passait l'hiver. C'était quand ça? Alors c'était en 99, ça date déjà un petit peu. Et puis ensuite vous avez choisi eh bien, de proposer cette expérience à des touristes, au grand public. Oui, alors depuis quelques années, je fais partager ma passion et ça c'est une chance. J'ai volé tout seul pendant 10 ans avec beaucoup d'espèces d'oiseaux pour des documentaires avec la BBC notamment et quelques films français. Et depuis quelques années, je propose à des passagers qui se font offrir ce vol le plus souvent de vivre un moment exceptionnel en vol au-dessus des paysages du Cantal avec nos amis les oiseaux migrateurs. Alors à nos pieds, présentez-moi l'espèce qui est en train de nous attraper un petit peu le bas des pantalons. Alors on va voler avec des bernaches nonnettes et des oies cendrées tout à l'heure s'il n'y a pas trop de vent. On va essayer de voler 35 minutes, c'est pas sûr. Et alors la bernache nonnette qui se reproduit au Groenland, Islande et qui passe l'hiver autour de la mer du Nord.
Alors là, Christian, vous êtes un peu comme le papa de ces oies. Oui, c'est indispensable que ces oiseaux me considèrent comme le parent. Pour cela, je vis avec eux en permanence. Les œufs, on a des couples qui se reproduisent sur notre petite ferme. Je mets les œufs en incubateur et je passe beaucoup de temps. C'est la règle. C'est 24 heures sur 24 avec ces oiseaux. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation. L'imprégnation. Oui. Voilà. Alors, il y a une chose qui vous tient extrêmement à cœur aussi, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum le grand public sur les menaces qui pèsent sur ces oiseaux. Voilà. Alors, quand on réalise une expérience comme ça de vol au contact des oiseaux qui vous regardent en altitude dans les yeux, il se passe quelque chose. Vous touchez le cœur des gens et vous atteignez leur cerveau. Et on a parfois des chasseurs qui se font offrir un vol comme ça, qui arrêtent la chasse parce qu'ils ont appris quelque chose. J'ai rien dit, ils ont vécu un moment exceptionnel. Et il faut savoir que depuis 25 ans, l'Europe a perdu un tiers de ses populations d'oiseaux migrateurs. C'est une catastrophe. On n'a jamais vécu une telle dégradation de la biodiversité. Et ça, il faut pouvoir en parler. Il faut que chacun, à son échelle, puisse agir, nourrir les oiseaux un petit peu l'hiver. Et puis utiliser un peu moins sa voiture, roule moins vite. Ne pas utiliser de pesticides. Les pesticides qui détruisent en majorité donc cette biodiversité, c'est une catastrophe. Vous en êtes le porte-parole en tout cas. Merci Christian, on se retrouve peut-être tout de suite pour le fameux vol. À tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Alors Jacques Raymond, vous le connaissez bien, Christian Moulec que vient de nous présenter Hélène, puisque vous avez édité ses livres. J'ai édité son dernier livre, oui. C'est le Tour de France en fait avec les oiseaux. Alors, là au Mont-Saint-Michel, qui est pas vraiment le Cantal. 2 tiers des photos, enfin ou la moitié au moins, sont prises dans le Cantal, sur le massif cantalien. Mais ensuite, c'est le monde entier, parce qu'il y a des photos du désert au Qatar, il y en a en Suède, à Venise, enfin bon, c'est le monde entier. Toujours Je pense avec des oiseaux. Toujours avec les oiseaux. En suivant les oiseaux. C'est absolument incroyable. Bon, c'est pas très étonnant que Christian Moulin soit installé ici. Les paysages sont tellement beaux vus d'en haut. D'ailleurs, il y a un autre paysage, les gorges de la Truyère, qui doit être super à survoler, non? Vue du ciel, comme au fil de l'eau, c'est très beau, hein, les gorges de la Truyère, du nom de cette rivière qui prend sa source sur le plateau de la Margeride, entre Cantal, Lozère et Haute-Loire. C'est la Truyère, le principal affluent du Lot, long de 170 km. Cette rivière à fort débit, augmentée par des précipitations très abondantes, d'où la formation de gorges assez profondes et sauvages, d'où aussi la création de barrages hydrauliques sur son chemin, propice aux activités nautiques, propice aux pêcheurs, propice aux baigneurs l'été. Le premier de ces barrages date de 1934, il s'agit du barrage de Saran. Ensuite, il y a eu le barrage de Grandval et de Lanneau, soit 3 grands lacs successifs qu'on appelle les lacs cantaliens, sur une distance de 75 km. Cet espace est classé Natura 2000 pour sa biodiversité. On y revient et c'est notamment un refuge idéal pour les rapaces et notamment pour le faucon pèlerin. On revient aux oiseaux. Alors, en tout cas, il n'y a pas de barrage pour revenir à la cuisine. Nos cèpes ont pris une belle couleur, Serge Girard. Exactement. Donc là, maintenant, une fois qu'ils sont bien rissolés comme ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ça ne sert à rien si ça donne de l'amertume. On va rajouter une petite purée d'ail. Alors, c'est de l'ail confit. Voilà. Qui est cuit au four avec un filet d'huile d'olive. Nature, comme ça, on met les têtes d'ail et on fait de la purée. Avec la peau, ouais. Et après, une fois qu'elles sont bien confites, molles, eh ben on les épluche et on récupère la pulpe en fait. Et donc ensuite, on ajoute du cèpe sec. Du cèpe sec avec le jus de cèpe trempé. Voilà, ça c'est pour bien déglacer les cèpes. Et puis ça rapporte du goût. Hein. Ça rapporte du goût, c'est un concentré, hein, vraiment, c'est un extrait de goût naturel. Ça sent bon, hein? Ah oui, derrière, je peux vous dire. Hein. Et ensuite, on va ajouter la ciboulette ciselée. Et la purée, alors je vais éteindre parce que maintenant c'est terminé. Et là, un peu de purée de cèpe, donc on a mixé. Oui, mais alors ça, il faut l'avoir fait à l'avance? Il faut l'avoir fait à l'avance, la mixer. Ah, voilà, alors vous savez quoi? Ça, c'est typique du grand chef. C'est le gars, il vient, il vous dit, on va faire une petite fricassée de cèpe, 3 cèpes, un peu d'huile. Et puis derrière, il faut les cèpes secs qui ont trempé, il faut la petite purée. Ben, c'est là la marque du grand chef, quoi. Oui, et puis c'est aussi pour vous donner envie de venir chez nous. Ah, c'est pas bête, hein. Ça n'a pas d'intérêt. Du côté voilà. Et donc une fois que la petite fricassée comme ça elle est faite, c'est parfait, on n'a plus qu'à dresser. Allez, on va retrouver Louisa Hould, notre spécialiste du patrimoine, qui est toujours au cœur du château d'Anjony. Eh bien, cette forteresse médiévale abrite 2 fresques du XVIe siècle, c'est ça, Louisa?
Tout à fait, Vincent. Je suis à présent au 2e niveau du donjon du château, dans une pièce où la famille se réunissait et qui servait aussi de salon de réception. Donc l'idée était évidemment d'impressionner et de montrer qu'on était riche, qu'on avait les moyens. Alors dès que l'on pénètre dans cette pièce, on est subjugué par la fresque murale. Regardez comme elle est belle. Il s'agit d'une légende. En plus, elle nous raconte la légende des 9 preux. Je retrouve de nouveau Clémence pour en savoir un peu plus. Rebonjour Clémence. Alors qu'est-ce que c'est que cette légende des 9 preux ? Alors, c'était un thème très connu du Moyen-Âge, où l'on représentait des chevaliers particulièrement valeureux, et on les voit ici sur leur monture. Et pourquoi on choisit cette légende et pas une autre ? Alors, c'est parce que Germaine de Foix, la future épouse de Michel d'Angeny, qui a fait exécuter ces fresques à l'occasion de leur mariage, aimait beaucoup cette histoire. Donc il voulait honorer son épouse, sa future épouse, et lui montrer qu'il était fou amoureux d'elle. C'est ça, hein ? Oui, et puis c'était aussi un moyen d'impressionner et de montrer sa place. Alors ici, dans ce château, dans ses intérieurs, il y a plusieurs salles comme ça qu'on peut visiter. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors on peut voir la salle basse au premier niveau, avec la chapelle qui est entièrement peinte de fresques du XVIe siècle également. Nous pouvons voir aussi la salle d'audience à l'étage, avec une salle couverte de 2 compartiments égaux, voûtés d'ogives croisées, donc une configuration bien différente des salles précédentes. Et puis, bien sûr, les chemins de ronde jusqu'au sommet de la tour des escaliers. Il y a aussi une collection d'objets, de mobilier, de tentures qui est assez impressionnante. Oui, nous avons des tapisseries, notamment une tapisserie d'Aubusson du XVIIe siècle dans la première salle, des tapisseries des Flandres et puis certains éléments de mobilier effectivement assez exceptionnels. Alors moi, il y a quelque chose qui me questionne quand je vois l'état de ces fresques qui sont remarquables, hein. On rappelle qu'elles datent du XVIe siècle, elles sont dans un état de conservation assez incroyable. Comment ça se fait ? Alors ça vient de la technique employée à la base pour les réaliser. On utilisait un enduit frais par-dessus lesquels on venait mettre les couleurs, les pigments qui sont ensuite fixés et qui peuvent traverser les siècles comme on le constate aujourd'hui. Alors vous faites visiter cette pièce et aussi le château. C'est quoi la réaction des gens quand ils voient cette fresque incroyable ? Clairement, les gens ne s'attendent pas à voir un château meublé de la sorte avec des fresques aussi riches. On a, comme on le disait tout à l'heure, le côté austère qui vient vraiment contraster cet intérieur aussi riche. Et vous, ça vous fait quoi ? Ça vous impressionne encore ? C'est vrai que c'est plutôt un beau bureau pour la journée, pour le travail. C'est un cadre vraiment exceptionnel. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Merci beaucoup Clémence. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Venez avec moi. Sur l'une de ces fresques, l'un de ces murs, on voit un personnage qui est assez identifiable. Vous l'avez reconnu ? Eh bien oui, il s'agit de Charlemagne. On voit son nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ses attributs. On voit cette épée, le valeureux chevalier sur sa monture. Et puis, on voit juste là l'aigle qui représente l'Empire germanique, la fleur de lys qui représente la couronne de France. Et il est donc l'unificateur de la couronne de France et de l'Empire germanique. Donc un petit peu partout comme ça sur les murs, c'est une histoire qui est très jolie, que je vous invite à venir découvrir, et puis tous les intérieurs de ce château qui sont vraiment dingues. Merci Louisa. Allez, Serge, retournons à la recette pour faire le sabayon. Alors pour notre sabayon, on va avoir besoin de vinaigre... De vin blanc ? De vin blanc, merci. Voilà, on va avoir besoin d'œufs, donc 3 œufs, un jaune. D'accord. Et on va émulsionner. Sabayon, c'est en fait l'œuf qui va cuire en gonflant. Exactement. On va émulsionner comme surmonter des blancs en neige, sauf que c'est les jaunes et c'est l'émulsion des œufs et du vinaigre voilà, qui vont s'émulsionner. Et en même temps, l'œuf va lier la cuisson, puisqu'on va chauffer en cuisant. C'est beau ça. Vous entendez ce petit bruit ? Ça, c'est un bruit de cuisine, ça. Et en fait, il faut cuire jusqu'à ce qu'on aperçoive le fond de la casserole. On y est presque. Et ensuite, on va incorporer le beurre hors du feu. Et en même temps, ça blanchit. Et en même temps, ça blanchit puisque c'est une émulsion. Donc forcément, tout l'air va éclaircir les œufs. Voilà. Et qu'on aperçoit bien le fond de la casserole maintenant. C'est là qu'on sait qu'on va pouvoir additionner le beurre et un peu de poudre de sel, puisqu'il faut en incorporer un tout petit peu pour le sabayon. Qu'est-ce que c'est beau, ce petit sabayon. Alors, donc la poudre de cèpe. C'est du cèpe séché qu'on a réduit en poudre ? Exactement. D'accord. On va sécher, mixer et tamiser. Et puis maintenant, on va additionner tout doucement un beurre clarifié. Un beurre clarifié au cèpe. Oh là 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 là, la sauce qui tue, mes amis. Enfin, elle tue pas, parce que les champignons sont très comestibles. Mais en tout cas, elle donne gravement envie.
Allez, le sabayon est quasi prêt pour la recette finale et la dégustation. Jérôme, on va reprendre notre envol et aller du côté d'Aurillac. Eh oui. Il y a à Aurillac, il y a le château de Saint-Étienne, le bien nommé, évidemment. C'est un château qui domine, un château médiéval qui domine cette ville, la préfecture du Cantal, évidemment, dont la construction s'est étirée durant 9 siècles, entre le 9 et le 19e siècle précisément. C'est un château qui a été détruit à maintes reprises. Caractéristique de ce château, sa tour carrée qui serait éventuellement d'origine, on n'en est pas vraiment sûr. Et puis ce vaste bâtiment principal qui s'inspire du Palais des Papes à Avignon. S'il abritait l'école normale pour former des instituteurs, aujourd'hui, eh bien, il abrite le muséum des volcans pour tout savoir du fonctionnement du cœur de la Terre jusqu'à la surface des paysages façonnés par l'activité volcanique. Le muséum des volcans au château de Saint-Étienne d'Aurillac. Mes amis, on va retrouver Hélène Gâteau car notre vétérinaire vient de vivre une expérience inoubliable, le fameux baptême de l'air avec des oiseaux, Hélène. Ah Vincent, c'était extraordinaire. J'ai même du mal à me lever de mon siège tellement je mets un petit peu de temps à me remettre de ces émotions. J'ai vécu quelque chose de splendide. Alors, il faut imaginer qu'il y a eu la préparation au départ. Il a fallu que je m'équipe, le casque, le casque audio, le casque pour se protéger. Et puis Christian, vous m'avez emmené. Et vous m'avez emmené très très haut, mais très très haut à la fois dans le ciel, très très haut dans ma tête. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les oiseaux nous ont permis de voler avec eux. Donc c'est un privilège